c'est pas simple, parce que le titre, c'est « Choisir sa fiancée ». Bon, vous voyez bien déjà la difficulté, c'est que vous pouvez choisir. Encore faut-il qu'elle vous choisisse. Il aurait fallu dire comment être choisi par sa fiancée. C'est ça la vraie question. Je vous aurais donné quelques règles de drague parce que visiblement j'ai réussi. Ah non, pardon. Et non, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que vous comprenez bien. Vous savez, à un moment Jésus dit dans l'Évangile, c'est pas moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein, c'est moi qui vous ai choisi. Alors pour ceux à qui il est arrivé d'être amoureux, vous savez bien que ça vous tombe dessus plus que vous ne le choisissiez. Si vous l'aviez choisi, vous auriez attendu que ce soit réciproque. Comme ça, vous auriez un tout petit peu moins souffert. Non, évidemment, pour quelques-uns. Je parle à ceux qui, comme moi, ont beaucoup souffert. Enfin bref, donc vous comprenez bien que souvent l'amour est vous tombe dessus. Hein, donc on dirait chez les Grecs que c'est une passion, c'est quelque chose que l'on subit, hein, plus que c'est quelque chose qu'on provoque d'abord. Hein. C'est quelque chose que l'on subit, et on peut dire qu'il y a une forme de miracle, hein, quand cet amour est réciproque. Il y a quelque chose du miraculeux. Il suffit de regarder l'histoire de la littérature, hein, de s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de tragédies en amour. On aime un tel qui en fait en aime un autre et qui en aime un autre. Et, enfin, donc il y a quelque chose quand même de mal foutu dans ce monde, un peu. Et pour ceux à qui il arrive que ce soit réciproque, on les envie. Et je crois que même... en tout cas pour beaucoup d'entre eux, savent qu'il y a quelque chose de miraculeux que lorsque l'on dit « je t'aime » à quelqu'un, ils vous répondent bah, « moi aussi ». Vous dites « ah bon, c'est bizarre ». Normalement, ça vous étonne. Quelque chose de miraculeux. Donc, c'est difficile de dire comment on choisit sa fiancée. D'abord, on est plutôt choisi par elle. Hein. Ensuite, on subit l'amour plus qu'on ne le provoque. Et enfin, il y a quelque chose de miraculeux qu'on ne maîtrise pas dans la réciprocité de l'amour. Bon, si vous veniez pour que je vous donne quelques espérances, vous voyez, je commence à vous déprimer, c'est terrible. Mais bon, c'est un peu vrai quand même, hein, c'est un peu la réalité des choses. Alors, je vais essayer quand même de vous donner quelques critères, ne serait-ce que pour savoir si vous êtes amoureux ou non, hein, si effectivement vous êtes amoureux. Puis ensuite, on essaiera de regarder quels sont les types de réflexion ou les domaines de réflexion, hein, dans lesquels on peut légitimement se poser des questions. Mais je vais commencer par pas des certitudes, mais par 2-3 distinctions qui me rendent service comme prêtre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui écoute beaucoup depuis très longtemps des histoires d'amour et qui depuis très longtemps aussi prépare au mariage. Oui, je fais une différence entre préparer au mariage et écouter des histoires d'amour. Parce qu'il y a des histoires d'amour qui, en général, comme dit la chanson, finissent mal. Hein, voilà, donc, mais voilà, je pense avoir une certaine, non pas en amour, une certaine expérience, mais en tout cas, en réussite comme en échec, un certain nombre de cas dans ma tête qui vont faire que ce que je vais dire n'est pas complètement infondé. Mais voilà, c'est discutable aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de règle absolue. Alors peut-être première distinction que je tiens d'un monsieur qui s'appelle Alberoni, hein, sociologue italien, que je vous conseille, qui a écrit un petit livre qui s'appelle L'érotisme, qui est très bien fait, et un autre livre qui est sa somme un peu, qui est cynique, hein, sur toutes les histoires d'amour possibles, qui s'appelle Je t'aime. C'est très très beau. Alors lui, il distingue l'érotisme, l'amitié et l'amour. Et il distingue l'érotisme, l'amitié et l'amour en montrant de quoi se nourrit l'érotisme, de quoi se nourrit l'amitié et de quoi se nourrit l'amour.
Ça va nous permettre déjà, vous voyez, de faire le tri dans nos relations. Et de comprendre d'où peut naître le grand amour. Puisque, évidemment, il s'agit de ça quand on choisit sa fiancée. C'est de savoir si on est dans le grand amour ou pas. Alors, l'amitié, on va commencer par l'érotisme, au fond, c'est plus simple. L'érotisme, il se nourrit de nouveautés. L'érotisme se nourrit de nouveautés. Vous voyez bien que Don Juan en a 1000, que le pornographe regarde rarement la même scène, il change de film, et que et celle qui aime les câlins change de bras. L'érotisme a du mal dans la durée. Ça, c'est un premier critère qui vous est simple, qu'il est simple au fond de vérifier. C'est qu'au bout d'un moment, on est lassé par l'érotisme, par la partenaire, qu'on en change. Je trouve ça assez juste. L'érotisme se nourrit de nouveautés, et l'érotisme est lié à la convoitise, et au fait qu'on consomme quelqu'un pour son plaisir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on la jette juste après, parce qu'elle est usée, elle est vite fatiguée, elle est vite fatigante, ou il est vite pénible, donc on en change. Bon, évidemment, c'est pas son fiancé ou sa fiancée. Il peut y avoir des relations d'amitié érotisées. Il peut y avoir des relations d'amitié érotisées. C'est-à-dire, vous êtes ami avec quelqu'un de l'autre sexe, ou du même sexe pour ceux que ça concerne. Enfin, là, on parle d'hétérosexualité, on va dire. Restez dans ce cadre, ce sera plus simple. C'est celui que je connais le mieux, à vrai dire. Mais il peut y avoir une amitié qui s'érotise. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes ami avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, finalement, vous éprouvez un fort désir pour elle, il est tard, et puis elle est jolie, et puis lui est beau, et puis voilà. Il peut y avoir, tout d'un coup, on va se mettre à désirer la personne. Ça ne veut pas dire que forcément on est amoureux d'elle, vous sentez bien. Qu'est-ce qui va distinguer l'amour ici de l'amitié ? C'est ça le plus intéressant, à mon avis, chez Alberoni, c'est que l'amitié se nourrit de rencontres. L'amitié se nourrit de rencontres, c'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont leur vie propre et qui ont leur vie comme des lignes parallèles. Et de temps en temps, ces lignes se retrouvent. Et elles ont une rencontre. Ça dure 2 heures, ça dure 1 heure, ça dure 2 jours, ça dure 1 semaine. Mais une sorte de complicité, on s'entend bien. Et puis on se sépare, sans aucun souci, sans aucun problème. Bon, évidemment, qui peut quitter son ami sans verser une larme ? Enfin, quand même, on verse un peu une larme parce qu'on est une fille, on aime bien être un peu possessif, tout ça, mais enfin, le lendemain, ces larmes sont vite séchées. Je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai vite compris que ces larmes ne voulaient pas dire grand-chose. Au sens où on arrive quand même à se passer de son ami, même si on a envie de le revoir. Et vous voyez, les deux lignes sont parallèles et chaque vie mène sa barque. Alors, si les rencontres se passent bien, l'amitié continue. Mais si la rencontre se passe mal, l'amitié peut mourir, jusqu'à ce qu'une autre rencontre vienne renourrir l'amitié. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je pense que c'est comme ça que vivent les sex friends, par exemple. C'est des amis qui ont des relations sexuelles, qui peuvent même avoir des comportements amoureux, et s'embrasser, etc., mais ils se protègent. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour que le lendemain, ouf, elle ne me manque pas, et puis je fais plein d'activités, et puis je vois d'autres filles, d'ailleurs. Je vais me nourrir de d'autres affections, et puis je suis sécure, elle ne me manque pas, je ne vis pas dans le manque, et je peux continuer ma ligne tout seul, sans avoir besoin d'elle. Et puis je la retrouverai une autre fois. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui en Occident. Il y a beaucoup comme ça de comportements pseudo-amoureux qui n'en sont pas, parce qu'on ne cherche pas à faire comme dans l'amour, une seule ligne. C'est-à-dire que l'idée de l'amour,
ici pour Alberoni, c'est qu'à un moment ou un autre, on veut que la rencontre continue. Hein, donc vous voyez les deux lignes parallèles, elles se rencontrent, il y a un point, ça c'est l'amitié, et nous nous séparons. Il y a un moment dans l'amour où on dit plus simplement je et tu, on dit nous, ou on dit on. Et on veut que les deux lignes que nous formons ne fassent plus qu'une. Là, on est mal. Là, on est dans l'amour. C'est-à-dire qu'on est même dans une certaine forme de fusion, vous voyez, en tout cas dans une certaine forme d'union, et on veut toujours vivre avec la personne. Donc l'amitié, elle, se nourrit de rencontres. L'amour, lui, pour Alberoni, se nourrit d'un choc amoureux. C'est-à-dire, à un moment ou un autre, il y a un choc amoureux qui va faire que, avec la personne, on a le sentiment que c'est irréversible. On ne peut plus faire machine arrière. Et si on fait machine arrière, c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que dans l'amour, la personne devient centrale dans votre vie et tout votre cerveau s'organise autour de cette rencontre. S'il n'y a pas cette rencontre, vous êtes perdu, et s'il y a cette rencontre, vous êtes content. Vous êtes tellement content que c'est à la limite une drogue, ce choc amoureux. Et l'histoire devient comme irréversible. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est ce qui montre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans l'amitié. On éprouve beaucoup de sympathie pour la personne, de la camaraderie. Après, on a des rencontres très agréables, etc. Mais on peut se séparer. Et à un moment, quand vous tombez dans le choc amoureux, c'est que vous ne pouvez plus vous séparer. Vous n'avez plus le courage de vous séparer. C'est très douloureux. Ça, c'est ce qu'on appelle le choc amoureux. Et vous voyez, autant l'amitié se nourrit de rencontres dans l'avenir, autant l'amour essaye de retrouver et de faire continuer, de faire persévérer, de faire durer ce choc amoureux. Que ça dure le plus longtemps possible, c'est-à-dire toujours. Et on ne voit pas comment il serait possible autrement, d'ailleurs, que ça ne dure pas toujours. C'est un peu le moteur à explosion de l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut que tout d'un coup, ça explose pour que vous puissiez vous dire, là, je m'engage avec cette personne. Alors, une manière dans l'amour, il y a une manière, vous voyez, d'être toujours tourné vers le passé, un peu, vers une sorte de nostalgie de ce que nous vivons. On veut le préserver. On est conservateur dans l'amour, on est tradit dans l'amour. On veut que ça continue. Alors chimiquement, vous avez une femme qui s'appelle Lucie, c'est son nom de famille, je ne sais plus son prénom, qui a fait un petit bouquin très intéressant sur la fidélité chez l'homme et chez la femme, du point de vue de la chimie du cerveau. Et ce choc amoureux se traduit par donc la passion amoureuse. Et votre cerveau produit une molécule qui s'appelle la molécule de l'amour ou de la passion amoureuse, et qui est une molécule hyper puissante qui vous rend extrêmement heureux. Quand, évidemment, la personne en face vous aime. C'est ce que vous produisez quand vous êtes très amoureux. La production de cette molécule, d'après les expériences qu'elle a faites, dure aux environs de 3 ans. Par exemple, si vous avez un chagrin d'amour, vous savez qu'au bout d'un moment, cette molécule va arrêter d'être produite par votre cerveau, et votre cerveau va s'habituer à arrêter de la produire. Au début, c'est très douloureux, puis petit à petit, ça va s'arrêter. Soit qu'au bout de 2 ans de deuil affectif, normalement, on commence à être à peu près libre. On commence à être à peu près. Comme ça. Pour que c'est un peu plus long. Parce qu'évidemment, il y a d'autres choses que la chimie là-dedans, mais il y a une question chimique très importante. Et ensuite, au bout de 3 ans, il y a ce qu'on appelle la molécule de la fidélité, ce qu'elle appelle la molécule de la fidélité, une molécule moins puissante, qui laisse les personnes beaucoup plus libres, mais qui, elle, va durer, qui peut durer juste
toute la vie. Et qui rend la personne heureuse en présence de son partenaire, puisqu'on est en science, hein, il ne s'agit pas de dire... voilà, donc c'est peut-être intéressant, vous voyez, ces choses-là à savoir, c'est que quand je suis amoureux et quand je veux m'engager avec un tel, même si c'est pas réciproque, eh bien, ça veut dire que je suis soit dans l'érotisme, soit dans une amitié érotisée, soit dans le choc amoureux. Alors, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui caractérise le choc amoureux? C'est que c'est irréversible. C'est chimiquement irréversible. Comprenez bien, c'est d'abord physique. Alors le problème ici, donc vous voyez, ça c'est ma première, mon premier descriptif pour essayer de clarifier toutes ces choses-là. Il paraît intéressant de dire, tout d'un coup il y a un moment où on dit nous, et un moment où nos deux lignes ne doivent faire plus qu'une seule. Et c'est ça qui va faire que vous allez vouloir vous engager. Deuxième certitude, ce choc amoureux ne suffit pas pour que la personne s'engage. Ah oui, alors pardon, peut-être... Petite précision, ce choc amoureux, il peut être produit immédiatement, style coup de foudre, ou il peut se produire progressivement. Donc comme un bain, et une sorte par osmose un peu, petit à petit, les personnes se connaissent, sont amies, et puis tout d'un coup, paf, je dirais de Funès, elle n'a pas souffert, paf, il y a tout d'un coup, on se dit, mais en fait, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Ouais. J'ai vu ça beaucoup quand même. Ça, c'est beau d'ailleurs. Les personnes amies depuis longtemps, qui dépriment d'être célibataires tous les deux. Là, je suis en train de en train de préparer au mariage un couple. Elle était éperdument amoureuse d'un type. Lui était aimé d'une autre. Et chacun vivait un peu ce désarroi. Et puis alors, ils échangeaient sur ce désarroi tous les deux. Elle était plutôt jolie, une fille très charismatique. Et c'est pour ça que c'est mon amie. Et c'est nul ça, mais je suis désolé, c'était pour faire rire. Et bref, et lui, c'est sans doute le seul garçon qui restait ami avec elle, vous voyez, qui ne cherchait pas à la draguer ou quoi que ce soit. Donc elle, tout en confiance, se confiait, puis petit à petit s'ouvrait. Et puis, tout d'un coup, mais en fait, on s'aime. C'est mignon. Là, je suis en train de les préparer au mariage. On va voir, parce que ça ne va pas du tout marcher. Hein. Je répondrai à vos questions, si vous voulez, savoir pourquoi ça ne peut pas beaucoup marcher. Alors, deuxième distinction importante, justement, c'est qu'il ne suffit pas de vivre ce choc amoureux pour choisir sa fiancée. Parce qu'il y a un autre critère dans l'amour, c'est la décision que vous prenez. C'est-à-dire que vous prenez la décision soit de vous laisser aller à ce choc amoureux, soit, chez certaines minettes, de provoquer même ce choc amoureux en disant « mais trop... » Puis pendant des heures, je me souviens comme ça d'une Bordelaise. Elle est mariée maintenant, donc puis ça fait longtemps qu'elle est mariée, donc je peux en parler. Mais je me souviens d'une Bordelaise parce qu'elle tombait mais éperdument amoureuse, mais dans sa tête, quoi. Hein. Dans sa tête. Je crois qu'elle l'avait vu une fois, le type. Hein. Ça m'étonnait, moi. Ça m'étonnait. Mais alors, tellement à se faire des films que, évidemment, ça créait un choc amoureux en elle. Donc, dès qu'elle voyait son visage, elle envisageait que peut-être dans 6 mois, elle le voyait, chouf, la molécule. Mais alors, évidemment, après, elle vivait un chagrin d'amour alors qu'elle n'avait jamais vécu aucune relation avec lui. Il y a une puissance à se faire du mal qui était assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a pu nous ennuyer? Mais bon, finalement, elle s'est mariée. Je pense que le frère Mariano sait de qui je parle. Enfin, il y en a eu beaucoup quand même. On a des confidences comme ça. Enfin, vous voyez, donc ça suffit pas. Le choc amoureux, c'est pas quelque chose forcément que l'on subit, c'est quelque chose aussi, hein, à un moment ou à un autre, on décide. On veut s'engager avec eux.
ou au contraire, on ne veut pas s'engager avec cette personne. Et par exemple, vous êtes marié, vous pouvez vivre un choc amoureux avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Vous êtes prêtre, vous pouvez vivre un choc amoureux avec quelqu'un, évidemment, qui n'est pas censé être votre femme, puisque vous êtes prêtre. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? La molécule ici ne décide pas tout de votre vie, c'est vous qui dites, ben non, je ne veux pas. Je romps la relation, si elle existait. Enfin, je fais tout pour entamer un processus de deuil et de détachement. Donc là, la molécule ne suffit pas, il y a une part dans l'amour, il y a une part de décision. C'est d'ailleurs ça qui va provoquer la molécule de fidélité, c'est que quand la molécule de la passion amoureuse va s'arrêter, la personne, dans tous les cas, va décider, si vous voulez, de continuer d'aimer. Donc l'amour, il y a une part, vous savez ça, vous l'avez entendu, il y a une part de décision. On vous l'a tous dit, parce qu'en préparation au mariage, on dit toujours ça, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on veut s'aimer. Alors j'insiste un petit peu sur ce point, si vous voulez, sur le point de la liberté du choix au moment du mariage. Ce qui fait la validité d'un mariage, c'est la liberté des conjoints au moment où ils se marient. C'est-à-dire que quand, à contrario, vous faites une enquête de nullité de mariage, c'est pas une enquête de nullité d'amour, on ne cherche pas à savoir si les gens s'aimaient ou pas. On cherche à savoir s'ils étaient suffisamment libres pour s'engager dans le mariage, pour se donner totalement dans le mariage. Eh bien, on va regarder tout ce qui s'est passé avant le mariage pour savoir si les personnes étaient libres. C'est-à-dire que quand vous vous marierez, vous direz, pour certains d'entre vous, pas pour tous, non, pardon. Cette conférence était horrible. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, pour savoir si quand vous allez vous marier, vous allez écrire une déclaration d'intention en disant librement et sans contrainte. Donc ça, c'est mon premier topo au fiancé. Qu'est-ce que ça veut dire librement? Donc, il y a deux types de liberté. La première liberté, c'est la liberté extérieure. C'est-à-dire, ma mère m'oblige à me marier, sinon elle me désirite, et puis comme j'ai rien foutu à l'école, j'ai pas de métier. Bon, évidemment, ce genre de questions se pose moins aujourd'hui. Quoique, parfois, il y a des personnes qui ont décidé de garder l'enfant, qu'ils ont eu de leur union avec leur conjoint. Évidemment, ça peut entraver la liberté extérieure. Il y a un motif extérieur à l'amour, c'est le bébé. Mais la plupart du temps, ce que j'essaye de vérifier dans la préparation au mariage, c'est est-ce que les personnes sont libres? Deuxième type de liberté, la liberté intérieure. Est-ce que vous êtes intérieurement libre? Alors, qu'est-ce que c'est qu'être intérieurement libre? Intérieurement libre, les canonistes vous donnent un... Canonistes, c'est ceux qui s'occupent du droit canon, les juristes, si vous voulez, dans l'Église, vous donnent un moyen mémotechnique pour vous en rappeler, c'est SVP. Pour être libre, il faut savoir, vouloir et pouvoir. C'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'étiez pas libre. Si vous ne vouliez pas vraiment, vous n'étiez pas libre. Et si vous ne pouviez pas vraiment, vous n'êtes pas libre non plus. Ça veut dire, est-ce que je connais la personne avec qui je me marie? Est-ce que je la connais vraiment? Là, je viens de marier un couple, c'était sympa, d'ailleurs, c'était un très beau mariage. Et ils sont venus me voir en avril, je crois, ou en mars. Ils m'ont dit, on va se marier. J'ai dit, c'est une très bonne idée. En août, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut attendre 6 mois au moins dans l'église, donc vous allez attendre jusqu'en novembre. C'est la date. Limite, alors elle n'était pas contente. Mais bon, elle a pris un bon repas, puis ça allait mieux après. Mais ils m'ont remercié. Ouais. Ils m'ont remercié moi, ils ont remercié l'Église. C'était pas moi qui... Mais grâce à la préparation au mariage, je leur ai permis de faire sortir
hein, tout un tas de choses qu'ils ne se seraient pas forcément dites ou qu'ils n'auraient pas forcément réalisées. Et donc ça a permis pour eux de mieux se connaître d'abord, hein, de mieux se connaître personnellement, et puis aussi du coup de mieux connaître l'autre. Il y a des gens aussi qui ne savent pas très bien ce qu'est le mariage. Ils pensent que ça va durer toujours, cette histoire d'amour fantastique, ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, vous voyez. Donc vous avez des gens qui connaissent pas vraiment la vie de famille ou qui s'imaginent que parce qu'eux ils sont amoureux, tous les autres sont des nuls, et que si tous les autres divorcent, c'est parce que les gens qui divorcent n'ont pas rencontré l'histoire d'amour que eux vivent, l'histoire d'amour exceptionnelle que eux vivent. Bon. Donc il faut, quand vous vous mariez, il faut quand même savoir quelles sont les exigences du mariage et à quoi vous vous engagez. Donc, quelles sont les grandeurs du mariage comme les difficultés. Donc il faut savoir. Mais il faut vouloir aussi. Il ne suffit pas de savoir. Vous avez des gens qui savent. Vous voyez, connu une fille comme ça, elle savait très bien quels étaient les défauts importants, enfin les défauts de son fiancé. Mais elle voulait du coup que 50% du fiancé. Elle voulait que le côté bien. Elle va dire, ouais, mais les autres 50%, il va changer. C'est grâce à mes bisous et à mon génie éducatif et à ma volonté de faire, tu vas voir. Du crapaud, il va devenir un vrai prince charmant. Ce qui n'est pas faux, hein, parfois il change un peu quand même. L'amour, ça change, et puis la maturité aussi. Hein. Mais, vous voyez, elle voulait que 50% du mariage. Et donc, ce qu'il faut vérifier d'abord, c'est est-ce que vous voulez ce mariage et est-ce que vous voulez vivre avec cette personne à 250%. Est-ce que je le veux vraiment? Et c'est ça qui va faire la solidité de votre engagement, parce que à tout moment, dans toute votre vie, vous pourrez toujours reconvoquer la pilule, la molécule, on s'en fout. Ce qui compte surtout, c'est que vous pouvez reconvoquer votre liberté toujours en disant « mais je veux me marier, je veux rester avec lui ». Et c'est ça qui va faire que vous construisez sur du roc. Parce qu'il y a une liberté qui, quelle que soit la molécule, s'engage et qui se dit « mais je veux ». Et je veux à 200%. C'est ça que je dois vérifier, c'est ça que je leur demande de vérifier. Est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est ça qui va faire la solidité et la validité du mariage. Enfin, il faut pouvoir. Parce que vous pouvez savoir, vous pouvez vouloir, mais si vous n'en avez pas les capacités, ben vous n'étiez pas libre de vous marier. Vous étiez comme empêché de vous marier. Alors il y a deux types d'incapacités. Il y a les premières incapacités qu'on a tous, et on est tous égoïstes, orgueilleux, et enfin surtout vous, parce que moi je suis frère, donc je suis parfait. Hein, mais on est tous orgueilleux, égoïstes. Vous voyez, on a tous les différents péchés capitaux qui sont liés au péché originel, et qui font que de temps en temps quand même, un couple humain, même si c'est un homme et une femme qui s'aiment, parfois ça ne se passe pas très bien. C'est difficile. La raison pour laquelle il y a un sacrement, qui a une grâce du mariage, pour essayer de surmonter ces difficultés qui sont liées à notre propre état de pécheur. Mais il y a des incapacités plus grandes, qui sont des incapacités d'ordre psychologique. Donc comment choisir son fiancé ou sa fiancée? Déjà, il faut s'assurer que la personne en face, c'est pas une planche pourrie. Vous entendez? Que c'est quelqu'un qui est mûr, quoi, qui a une vraie maturité. Alors, c'est ce que moi je leur demande. Je leur dis, écoutez, moi, vous allez vous marier, c'est très bien, mais vous allez engager la vie de la personne que vous aimez, la vie de vos enfants, et moi, j'ai pas envie de bombes à retardement qui explosent dans 20 ans. Donc, si il y a quelque chose sous le tapis, je vous demande de me le dire au moins à moi. Qu'on vérifie si c'est quelque chose qui est vraiment sous le tapis. Parfois, c'est rien du tout. Parfois, ça se soigne aussi. À votre âge, on soigne beaucoup de choses. Encore faut-il dire la vérité. J'ai connu j'ai préparé comme ça dans un mariage, c'était un gros truc quand même. La personne avait été, je ne sais pas comment dire, sans utiliser des gros mots, mais enfin quand même, par son prof de sport un week-end. Et elle se souvenait plus. Elle se souvenait du vendredi soir, elle se souvenait du lundi matin, mais entre le samedi et le dimanche, elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Alors, il m'en a parlé. Alors, j'ai dit, tu vas aller voir un psychologue quand même, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Mais... Puis quand il est sorti de chez le psy, les souvenirs sont remontés, il a vomi,
beaucoup. Et donc il a revécu son traumatisme et on a pu le prendre en charge. Aujourd'hui il est marié, il a 4 enfants, ça se passe plutôt très bien. Mais en effet au début, et il avait des relations difficiles avec sa fiancée dans les relations de tendresse, c'était compliqué. Je vous dis des choses lourdes, hein. Heureusement, je vous assure que là, c'est un cas parmi, je sais pas, moi, très bien, j'en ai marié 150, c'est un cas comme ça. Il y a eu d'autres trucs quand même, un peu plus, aussi un peu glauques, mais bon, voilà. Mais il faut toujours un peu vérifier quand même. Vous voyez, on a toujours, faut pas dire, ah, enfin, j'aime quelqu'un, ça y est, puis je mets le truc sous le tapis, puis ça va être parfait. Non, et ça peut être une bombe à retardement et ça peut exploser. Donc vous avez toujours intérêt quand même à dire la vérité des choses. Parfois, c'est rien. Et parfois, on s'en fait tout un monde. Mais en fait, c'est pas grand-chose. Parfois, c'est plus important. C'est pour ça que je le dis. Mais vous voyez, méfiez-vous quand même, parce que vous voyez, on peut être dans l'amour et ça peut être irréversible. Mais enfin, il y a la communion des muqueuses, et c'est parfait. Hein. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, celui que vous avez dans les bras, celle que vous avez dans les bras, c'est un peu un inconnu parfois quand même. Hein. Donc doucement les basses. Hein. Oui. Faire attention. Il faut faire attention. Alors, donc vous voyez, savoir, vouloir et pouvoir. Est-ce qu'il sait vraiment qui je suis? Est-ce qu'il veut vraiment? Et est-ce qu'il peut? Alors comment on sait tout ça? Vous voyez, on sait tout ça parce qu'on se donne du temps. Le grand instrument de l'amour, c'est le temps. C'est le temps qui va faire que les choses vont se manifester, les choses vont se découvrir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mon couple là qui s'aime tant, peut-être que le 14 juin, on ne va pas célébrer ce mariage. J'en sais rien, moi. Mais c'est le temps qui nous dira. Alors j'ai une troisième certitude, qui est une certitude plus spirituelle, que je donne aux fiancés au moment des fiançailles, c'est que pour bien savoir, il faut mettre le bon Dieu dans le coup. Il faut mettre le bon Dieu dans le coup. Et si vous ne le mettez pas dans le coup, eh ben lui, c'est un gentleman, hein, le Saint-Esprit. Hein. Donc si vous lui demandez rien, il fera rien. C'est pas parce que vous avez la messe le dimanche qu'il va faire quelque chose. Hein. Par contre, si vous dites, Seigneur, nous on a ce projet, j'ai ce projet, et on va se fiancer, etc. Et Seigneur, ce projet, on te le remet. Parce qu'on a confiance en toi. Tu es un Père très aimant. Et il faut que tu nous montres ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est à l'intérieur de la préparation au mariage, ou à l'intérieur de fiançailles, c'est très important parce qu'il peut à ce moment-là se produire des événements qui vont mettre en lumière des choses, qui vont permettre de mieux choisir son fiancé. Alors quand je dis ça, c'est parfois des fiancés qui ont peur parce qu'ils ne croient pas que Dieu est amour. Je dis, ouais, mais non, si je donne à Dieu, il va foutre mon truc en l'air. C'est horrible de penser ça. Et si je remets mon projet à Dieu, non, il va me... On lisait tout à l'heure, le père Brou, il disait, un jeune est allé à Lourdes et il a vu qu'on pouvait être chrétien et jeune. Et moi j'ai répondu, il a surtout vu qu'on pouvait être chrétien et malade. Non mais vous voyez, c'est-à-dire que parfois on a quand même une image du christianisme où on vous parle tellement des martyrs, des malades et des gens qui souffrent et des histoires glauques que vous finissez par vous dire, le bon Dieu c'est celui qui bousille les vies. C'est quand même un peu le contraire. J'en suis le premier bénéficiaire. Mais en effet, quand vous dites à Dieu, je te laisse les mains libres, il va venir délicatement, plus ou moins, ça dépend des gens, il va venir montrer ce qui est à purifier. Et ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça, c'est bien. Je trouve un silence pénible quand même. Mais c'est grave, c'est sûr que c'est grave. Alors, voilà, vous voyez, mes 3 certitudes. Donc l'amour, c'est, contrairement à l'amitié et à l'érotisme, c'est un choc amoureux où on dit nous et on ne veut faire plus qu'une seule vie. Il ne suffit pas simplement d'être complice et de se retrouver de temps en temps. Qu'à un moment, ce soit nous.
C'est comme ça qu'on discerne si effectivement c'est ma fiancée ou si c'est simplement ma copine. Deuxième critère, la question c'est de savoir est-ce que je le veux vraiment. Est-ce que je le veux à 150% et est-ce que je connais vraiment cette personne. Bon, vous voyez bien que ce critère-là, il demande du temps. C'est-à-dire que si vous êtes dans une génération où vous voulez tout immédiatement et vous voulez savoir tout de suite parce que vous avez peur, bah... Non, il faut vous donner du temps. Du temps. J'ai connu, il y a pas mal de coups comme ça, où elle ou lui est très impatient de se marier et que l'autre décide. Puis l'autre en face, ça le panique. Il dit mais non, mais moi je te connais pas, je me connais pas, enfin c'est... Alors l'autre dit bah je vais me barrer alors. Oh non, te barre pas, quand même je t'aime et tout. Ça arrive souvent ça. Parce que les rythmes ne sont pas forcément les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, on essaye de mettre l'idée d'engagement un peu sous le tapis. Puis moi je conseille souvent, je dis bah, écoutez, vous vous aimez? Bah oui. Vous êtes bien ensemble? Bah oui. Bah, alors profitez-en. Puis arrêtez de vous prendre la tête tous les jours sur votre engagement. Soyez heureux ensemble un temps. Et puis, celui qui n'est pas décidé, il se fait un calendrier dans la tête, il sait à peu près qui il est, et il sait que dans quelques mois, il saura. Et que s'il ne sait pas, il prendra des moyens plus drastiques pour prendre une décision. Mais donnez à cette personne du temps. Parce que c'est le temps qui va vous dire si vous voulez continuer ou si au contraire vous voulez arrêter. Vous avez des gens qui vont trop vite, et puis il y a des personnes qui ne se donnent pas assez de temps. Il y a aussi des personnes, dans ce monde-là, j'en rencontre beaucoup en ce moment, des jeunes garçons, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est une question de génération ou c'est parce que c'est la coïncidence. Tous les jeunes garçons que je rencontre ont des angoisses. J'ai l'impression de voir mes copines il y a 25 ans. C'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion négative, une émotion négative qui vient court-circuiter ce sentiment de bien-être entre nous, il panique. Il dit mais c'est peut-être que je suis peut-être pas amoureux, peut-être que je suis pas. Puis plus il panique, plus il sent qu'il est pas sûr de lui. Plus il est pas sûr de lui, plus il panique et puis c'est la boule de neige. Comme dans le Capitaine Haddock quand il tombe dans Tintin au Tibet. Là. La boule de neige de l'angoisse. C'est terrifiant. Il y a beaucoup de personnes qui sont très attentifs à leurs émotions. Là, j'en ai un, par exemple, il est tellement sûr que Dieu parle par le ressenti, parle par l'émotion, que quand tout d'un coup, il ressent que être prêtre, c'est quand même génial, il se dit, en fait, non, Dieu m'appelle à être prêtre. Et on se calme. On se calme. La vocation, alors j'étais obligé de lui faire un topo quand même sur la vocation, pourtant c'est un super cateau, mais il est tellement formé que par l'émotion et le ressenti qu'il est toujours tout dans le ressenti, quoi. Donc tout ce qu'il ressent, c'est l'Esprit Saint qui le lui dit. Alors, j'ai dit, en fait, t'es quand même pas si saint. Hein. D'abord, d'une part, et d'autre part, le bon Dieu, si tu lui donnes ta liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir modifier ton cœur profond, ta volonté profonde. Et ce qu'il faut interroger, c'est pas le bon Dieu. Ce qu'il faut interroger, c'est ton cœur profond. Qu'est-ce que tu veux profondément? Qu'est-ce que tu veux profondément? Évidemment, il faut s'assurer évidemment que cette volonté profonde, ce cœur profond, d'abord c'est converti. Il est sur la bonne longueur d'onde de la sainteté. Il cherche la sainteté. Donc il est prêt à tout perdre pour Dieu. À partir du moment où on s'est assuré que ce cœur profond est prêt à peu près à tout pour le bon Dieu, ensuite il suffit simplement de l'interroger, ce cœur profond, en disant mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et il dit ce que je veux vraiment c'est l'épouser. Je dis voilà. C'est pas chercher midi à 14h. Le bon Dieu, il t'inspire ce que tu veux vraiment. J'ai rencontré comme ça un garçon, il avait fait une retraite de Saint-Ignace. Bon.
C'est bien, même si c'est des trucs de jésuites. C'est très bien. Avant de s'engager, il avait voulu faire une retraite de Saint-Ignace. C'était une bonne idée. Sauf qu'il avait un peu trop bien fait la retraite de Saint-Ignace. C'est-à-dire qu'il était rentré dans une telle volonté d'indifférence, en disant Seigneur, fais ce que tu veux, qu'à la fin on lui demandait alors qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben non, j'ai pas le droit de dire ce que je veux. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que je serai plus indifférent à la volonté de Dieu. Vous voyez la prison dans laquelle on met les gens un peu, ou qu'ils se mettent, parce que j'imagine que le prédicateur n'a pas voulu ça. Alors il est venu, il était tout penaud. Elle, évidemment, elle avait envie de se pendre, en disant merci les retraites de Saint-Ignace. Et puis je lui dis écoute, pendant une semaine, tu vas jouer au prêtre. Tu vas prendre un bréviaire, puis tu vas aller à la messe tous les jours, et tu vas dire ton bréviaire tous les jours, tu vas jouer au prêtre. Pendant une semaine, tu fais le prêtre à fond. Et à la fin de la semaine, je lui dis c'était bien, mais non, j'aime pas du tout. Pourtant, il ressortait de sa retraite, donc il était à fond. Tu as envie de l'épouser? Il m'a dit oui. J'ai dit voilà, c'est tout. Dépêche-toi, parce que là, si elle s'est pas pendue maintenant, c'est que vraiment, elle a du courage. Donc vous avez des personnes qui sont trop attentives à leurs émotions, ou d'autres personnes qui sont mal formées et qui ne savent pas que le bon Dieu, il parle au cœur profond. Bon, la plupart des gens, pourquoi? La plupart des gens, ils ne sont pas en contact avec leur cœur profond, c'est pas vrai. La plupart des gens, ils sont très superficiels. Et ils sont en contact surtout avec leurs petits projets égoïstes à eux. C'est pour ça qu'on conseille plutôt, si vous choisissez votre vie, de faire une retraite. Parce que ça vous permet quand même de fonder d'abord votre vie sur le roc. Ça vous permet d'abord d'être en phase avec vous-même, de vous connaître un petit peu mieux, d'être un tout petit peu plus heureux et de savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça ne veut pas dire que vous allez devenir prêtre, parce que vous faites une retraite en silence. Alors, vite fait, deux, trois trucs, deux, trois détails comme ça. Alors d'abord, la question, je pense, Alberoni dit, d'où vient qu'on aime quelqu'un? C'est mystérieux, ça. D'où vient que c'est elle que j'aime? Bon, d'accord, c'est une enquiquineuse. Les hommes préfèrent les enquiquineuses. Et encore, je suis poli. Vous avez un bouquin là-dessus, 45 conseils à une célibataire. Comment devenir une enquiquineuse? Et parce que dans le désir masculin, mais dans le désir en général, vous avez un truc qui s'appelle le défi. C'est-à-dire que vous désirez l'espoir, dit Aristote, ne naît que si ce que vous désirez est difficile. S'il est trop facile, vous méprisez l'objet de votre désir. Si au contraire il présente une certaine difficulté, alors là vous vous mettez à le désirer vraiment. Et vous mettez toutes vos énergies pour l'obtenir. S'il est trop difficile, vous vous désespérez. Donc il faut que la demoiselle, elle sache être à la fois un petit peu enquiquineuse, mais pas trop. Là, je prépare un couple au mariage. Lui, il est très beau. Il est très beau. Il est très beau. Et en plus, il est malin parce qu'il connaît bien l'être féminin. Il a vécu avec 4 sœurs. Il est le petit dernier, donc il connaît bien, quoi. Donc des conquêtes, il en a eu. Et puis beaucoup. Et donc, quand il a rencontré sa fiancée là, actuelle, il m'a dit, j'étais dans un état émotionnel, j'étais un peu paumé parce que j'étais retourné à mes vieux démons. Et je tournais en rond, en fait. Je me sentais seul, et puis je ne m'aimais pas beaucoup quand même, de voir toutes ces conquêtes sans lendemain. Et je dis, mais pourquoi elle, avec elle, c'est sérieux? Il dit, parce qu'elle, elle m'a résisté. Bon, il y avait d'autres critères, mais... Non, elle est jolie, d'accord, mais enfin, c'est peu importe. Peu importe, c'est pas complet. C'est intéressant. Il y avait une forme de pureté en elle qui fait qu'elle ne se donnait pas au premier venu. Ça l'a un petit peu agacé quand même. En plus, c'est une enquiquineuse. C'est terrible, c'est injuste. C'est un peu injuste. Vous avez des filles très très sympathiques, très bien, qui ne se marient pas, puis vous avez des superficielles blondes, hyper capricieuses, qui se marient tout de suite. Ça fait partie des injustices
Ah, vous allez me dire... Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah si, pardon. Mais vous êtes gentil, vous n'êtes pas une enquiquineuse. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je ne vous demande pas, évidemment, de ne pas vous convertir et de rester la plus pénible possible, mais c'est curieux, si vous voulez, en effet, pourquoi on aime quelqu'un et pourquoi on se met à désirer. Il y a ce critère-là. Il y a l'inaccessible. Les garçons aussi, soyez des garçons. C'est-à-dire que parfois, avec certains garçons, il y a une telle insécurité émotionnelle auprès d'eux qu'on a envie d'être leur ami, peut-être, mais certainement pas de les épouser. Hein. Et parce que un des premiers sentiments quand même en préparation mariage, je dis, mais pourquoi tu l'aimes? Parce qu'avec lui, je me sens en sécurité. Donc, voilà, il faut être un peu... faut cultiver quand même des valeurs de confiance en soi. Faut faire du sport un peu, hein. Et puis, si vous êtes un peu vaniteux, c'est pas grave. Pas beaucoup quand même, il ne faut pas être trop lourd non plus. Bon. Mais la question, ça c'est des petits trucs rigolos, on est un peu dans la revue Marie-Claire, hein, ce que je viens de dire. Donc d'une certaine manière, vous oubliez, parce que parfois ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. Par contre, ce qui est vrai, je crois quand même, ce qui est profondément vrai, ce que dit Alberoni, c'est pourquoi on aime plutôt cette personne. Freud vous dira, c'est parce qu'elle ressemble à votre mère. Hein. Alors, ce qui n'est pas complètement faux, c'est que, en effet, dans l'amour, l'enfant qui est en vous, dans la relation amoureuse, l'enfant qui est en vous va demander à son conjoint toute l'affection qu'il n'a pas eue. Et donc, il y a une manière parfois de se situer en enfant par rapport à sa chérie. C'est-à-dire que les maris disent « Chérie, où j'ai mis mes clés ?» Il a perdu ses clés, il dit « Chérie, où j'ai mis mes clés ?» Elle s'en fout, elle n'a jamais vu les clés. Elle s'est endormie à 22h, lui il arrive à 23h, il a posé ses clés. Mais il pense que sa femme le sait. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Oui, je vais les chercher avec toi. » Maman. Et elle est trop contente. Voyez, sauf que 2 heures après, elle dit « J'en ai marre, j'ai épousé un gamin. » Mais sauf que tu as joué à la maman il y a 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a des relations comme ça. Les relations amoureuses sont parfois des relations enfant-mère, comme petite-fille-papa. Vous voyez, j'ai besoin de sécurité, il y a mon petit papa. Et puis à un moment, mais j'en ai marre, il me considère toujours comme une petite fille. Il faut toujours que ça se rééquilibre. Donc en effet, il y a quelque chose de vrai chez Freud, très certainement, qu'on recherche parfois dans l'amour la mère et le père. Hein, l'affection du père ou de la mère. C'est normal, ça fait partie du jeu. Pas à s'en inquiéter. Hein. Ça va s'équilibrer petit à petit. À un moment ou un autre, il y aura bien 2 adultes qui se parleront, comme dans l'entreprise, hein, qui se parleront en face à face. Et au début, il y a quelque chose d'un peu infantile. Alberoni, lui, préfère plutôt dire que c'est pas avec sa mère qu'on se marie, c'est avec son avenir qu'on se marie. C'est-à-dire que si j'aime cette personne, c'est parce qu'elle représente pour moi un avenir. Et ça, je trouve ça suffisamment large, et je trouve ça très juste. D'ailleurs, je pense que si on divorce, c'est qu'on dit il n'y a pas d'avenir possible. Et on désespère. Et il dit que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on tombe amoureux quand on est étudiant, parce que on change de vie et un avenir s'ouvre devant nous. Et donc, on est en pleine quête d'avenir. Et donc, on est disponible à l'amour. Hein, c'est ce que le père Brecht appelle un trou d'air. C'est-à-dire que pour tomber amoureux, il faut un petit trou d'air. Il y a des gens qui ne tombent jamais amoureux, ils ont le cœur en hiver. Voilà, ils ne sont pas ouverts vers l'avenir et il y a une sorte d'insécurité dans l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Et à votre âge, on tombe plus facilement amoureux, et amoureux vraiment, parce qu'on cherche un avenir, nécessairement. Alors qu'à mon âge, on ne tombe jamais amoureux. Oui, mais c'est pas vrai. Mais c'est un peu vrai quand même. C'est plus facile de tomber amoureux quand un avenir s'ouvre devant nous, quand on change de vie, par exemple, on tombe plus facilement amoureux. Alors ça me paraît intéressant d'avoir ce critère-là, c'est-à-dire que la question c'est est-ce qu'avec lui ou avec elle j'ai un avenir? Et la question n'est pas simplement la question de la complicité. En effet, ça joue, hein, mais ça suffit pas. Je me souviens d'une jeune fille comme ça qui avait, c'était au tout début de Messenger.
On était au tout début d'Internet. Je suis désolé, je parle comme un ancien, mais on était au tout début. Et c'est vrai qu'au tout début de Messenger, on avait des relations par Internet. Et puis, on parlait avec la personne. Et alors, elle parlait beaucoup avec ce garçon, etc. Et puis, c'était extraordinaire. Ils avaient des discussions super profondes. C'était génial, etc. Et puis, enfin, ils se sont vus. Alors, ils s'étaient montré leurs photos. Il était beau, elle était très belle. Elle était vraiment très, très belle. Et il était pas mal. Et donc, c'était super. Il était très profond et très beau. Mais ça ne marchait pas. Alors, je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Elle me dit, mais mon père, c'est parce que c'est la théorie de l'oignon. Hein, c'est le père Sonnet qui dit ça. La théorie de l'oignon, c'est que, vous savez, un oignon, on l'épluche. Donc, il y a l'apparence, très bien. Il y a le fond de l'oignon, c'était super. Mais l'intermédiaire, ça n'allait pas. C'est-à-dire que ses amis ne lui plaisaient pas. Son style ne lui plaisait pas. Et elle l'avait connu par Internet. C'est-à-dire qu'elle ne l'avait pas connu dans son milieu de vie. Et elle s'est aperçue que ce milieu de vie, ces trucs un peu superficiels, ces trucs intermédiaires, ces codes, ça lui disait rien. Donc elle représente pour moi un avenir. La complicité ne suffit pas, et pourtant la complicité, ça compte. J'avais une jeune fille comme ça qui est venue me voir un jour, elle me dit « Ah, un tel est amoureux de moi. » Et je lui dis alors, je suis embêté parce qu'il est quand même vachement bien. Il a tous les critères. C'est le mec parfait. Mon père, je fais quoi? Je dis, mais vous l'aimez ou pas? Il m'a dit, pas trop. Mais je pourrais me forcer. Je dis, non, faut pas vous forcer. Ça, je ne crois pas beaucoup à ça. Je crois que même si la personne représente tous les critères et qu'elle est amoureuse de vous, je crois quand même qu'il faut qu'en vous, il y ait quand même un choc amoureux. Que vous fassiez l'expérience de ce choc amoureux. Parce que j'ai peur quand même que à force, vous vous disiez, mais en fait, non, cette personne, évidemment, au début, elle avait tous les critères, mais aujourd'hui, elle n'est qu'une personne humaine. Et une personne humaine, ça a forcément des limites. Donc vous n'allez pas choisir cette personne parce qu'elle a ceci, ou elle a cela, ou elle a ci, ou elle a ça. Au final, vous choisirez cette personne parce que c'est cette personne. Et que c'est à cette personne que vous êtes attaché profondément. Ça, c'est beau. Elle a de la chance, d'ailleurs, cette personne. Mais, vous voyez, c'est pas parce qu'elle aura tous les critères que ça marchera. Alors, je vais vous laisser vous poser vos questions. Peut-être qu'il y a la question de la religion qui peut se poser. Est-ce que quelqu'un qui partage pas ma foi, est-ce que je peux m'engager avec lui? En soi, oui, vous voyez, il n'y a pas d'objection. Je n'ai pas envie d'être condamné par la LICRA, moi, en disant le contraire. Hein. Il n'y a pas de discrimination à faire, parce que après, c'est vous qui choisissez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Oui. En revanche, il faut quand même s'assurer qu'il y a chez lui une culture de la fidélité. J'ai préparé un mariage comme ça, un garçon qui dit « Oh, si c'est en boîte de nuit, qu'on est sous, qu'on chope, c'est pas vraiment une infidélité, hein, mon père ?» J'ai dit, demande-lui à elle. C'est mal fini. Et la préparation au mariage a révélé un truc un peu curieux. Il n'y avait pas une grande culture de la fidélité. Et donc il dit, tant qu'on est heureux, ça va. Ce n'est pas une culture de la fidélité vraiment. C'est une culture du bien-être pour soi. Alors je ne dis pas que tous les scouts d'Europe ont le sens du don et du sacrifice. Voyez. Et comme dit ma mère, il ne suffit pas que le garçon fasse une belle génuflexion pour que ce soit un type bien. J'ai connu un garçon qui chopait à Bordeaux, et avant de choper, il disait aux filles, je veux être prêtre. Bon, ça a fini par se savoir et il a arrêté de choper, ou il a arrêté de vouloir être prêtre. Mais ça marchait, c'est une bonne technique de drague. Je ne vous le conseille pas. Oui, est-ce qu'il faut chercher quelqu'un de sa foi? Il faut surtout s'assurer que ce garçon ou cette fille, il a ce qu'on appelle de la vertu chez les Grecs, c'est-à-dire une disposition un peu stable sur laquelle vous savez que vous pouvez vous arrimer. Et qu'au-delà des émotions, il y a une culture personnelle, il y a une culture morale en lui
qui fait que ce type dit la vérité, qu'il est droit, qu'il est capable de temps en temps d'arrêter de convoiter. Vous voyez? Moi, câlin. Hein? Et donc, qu'il est capable aussi d'avoir une certaine autonomie affective, vous voyez, qu'il a une culture en lui de la fidélité et qu'il a une ouverture d'esprit aussi. S'il n'est pas religieux, qu'au moins il ait cette ouverture d'esprit et ce grand respect. Mais qu'en plus de cela, il y a une vraie culture du don de soi, et c'est une culture intérieure, c'est une vertu qu'on cultive dès la jeunesse, ou pas. Ou pas. Le père Umbrecht, de manière un peu lapidaire, disait « Un vieux, c'est quoi? C'est un jeune qui a vieilli. » Dire le vieux que je suis est à peu près le jeune que j'étais. Quant à mes désirs fondamentaux. Donc c'est quand même maintenant que ça se décide quand même. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Le garçon dont je parlais tout à l'heure, on va l'appeler Hubert, qui a chopé pendant des années, puis qui tout d'un coup a dit « Ah !» Mais pendant la préparation au mariage, là, je lui ai dit écoute, c'est très bien, moi, j'ai pas envie qu'on passe par-dessus cette histoire trop vite. Donc ce que je te demande, c'est que un après-midi, on passe un après-midi ensemble, et puis tu me racontes toutes tes conquêtes. Je veux qu'on fasse le ménage dans ton histoire. Parce que c'est bien beau de dire j'ai pris des grandes résolutions. Oui, tu as pris des grandes résolutions, mais moi je veux savoir si cette disposition stable en toi qui s'appelle un vice, il va s'arrêter. C'est possible, je crois à la conversion quand même. J'en suis le premier bénéficiaire des conversions. Moi-même, vous voyez. Mais s'assurer de cela, vous voyez. Mais je l'aime. Oui, d'accord, mais enfin... Moi aussi, j'en aime des filles. Puis je suis malheureux à mourir. C'est pas pour ça que je l'épouse. Vous voyez. C'est tout. Et puis, enfin, vous n'êtes pas en sucre. Après toutes ces précautions et ces prétentions, vous n'êtes pas en sucre. Comme vous plantez une fois, c'est pas... Vous voyez, ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Ça fait même du bien, même, parfois. Ça fait grandir. Et des garçons, je crois qu'il y a des garçons, ils ne savent pas que les filles, elles attendent qu'une chose. C'est que vous prenez des initiatives, messieurs. De Funès, vous savez. Religieuse. En soirée, c'est comme ça. C'était drôle ce que j'ai fait là. Pas du tout. Arrête de te moquer à moi. C'était un peu... Bon, j'arrête. Question. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vous pouvez les poser de façon anonyme. Vous dites j'ai une amie qui... Ah, ça met à l'aise. Non, mais on ne pensera pas à mal. Ah, voilà. Est-ce que vous recevez beaucoup de couples pratiquants? Et ça c'est première. Et deuxième, ce que je veux dire, interreligieux, c'est-à-dire... Ouais, pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là. J'ai pas eu beaucoup. Vous parlez de pratiquants ou de... Les deux. Habituellement, les couples qui viennent voir des frères, c'est souvent des couples qui sont pratiquants, c'est-à-dire qui nous connaissent. Parce que comme on n'est pas curé de paroisse, les gens ne viennent pas automatiquement nous voir. Ils viennent nous voir parce qu'ils nous connaissent. S'ils nous connaissent, c'est qu'ils sont déjà pratiquants, la plupart. Alors parfois, j'ai eu comme ça quelques cas, mais c'est très rare. Et des couples interreligieux? Si je parle de ça, Oui, pareil. J'en ai marié, mais j'en ai pas vraiment préparé au mariage. Là, je vais préparer au mariage un garçon qui n'était pas pratiquant, mais qui est croyant, et qui veut retourner à la pratique religieuse vraiment sérieusement. en tant que chrétien? Et qui est chrétien, oui, en tant que chrétien. Vous avez parlé tout à l'heure de l'attente qu'il peut y avoir entre deux personnes. Enfin, si une des deux personnes n'est pas sûre de cette certitude, comment
comment justement aboutir à cette attente, comment se fixer des dates ou être sûr finalement à un moment donné que c'est la bonne personne ou non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que celui qui demande d'attendre dise à l'autre, ben voilà, moi je suis très clair sur l'attachement que j'ai pour toi. Je ne suis pas clair encore quant à mon engagement envers toi. Et donc je te demande une certaine attente, un certain temps. Et vous la certifiez que vous lui donnez un calendrier, que après telle date, vous déciderez vraiment. Quoi qu'il en soit de la date. J'ai connu comme ça un jeune homme qui, vraiment, il savait vraiment pas, il tournait en rond depuis des années. Donc, je lui ai demandé de faire ça. Donc ça devait être, je crois qu'il devait donner sa réponse le 21 juin, je crois. Ouais. Puis en mai, ils sont partis, je sais pas où, ils ont fait un week-end, je sais pas où, ils sont partis, une marche. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans sa tête. Il a dit, en fait, je lui demande sa main et il lui a demandé sa main. Donc, il n'a pas attendu le 21 juin. Et je crois que le fait d'avoir posé un ultimatum dans sa tête, nécessairement, ça l'a quand même obligé. Il savait qu'il y avait une date butoir. Et donc, ça l'a un peu mis au pied du mur quand même. Bon, c'était gros comme sur le visage, hein, qu'il fallait qu'il se marie avec un... Lui, c'était pas encore décidé. On ne pouvait pas l'obliger. Personne ne pouvait l'obliger. Et moi, j'avais rien à lui dire. Est-ce qu'on est vraiment libre pendant ce temps d'attente? Parce que finalement, la relation est un peu biaisée, puisque on sait que ça en reste nous attend. Donc, c'est pas une relation libre. Sauf si la personne dit je vais arrêter de l'ennuyer avec cette question et on va vivre notre amitié, notre histoire de la meilleure des manières. Et j'arrête. Moi, je fais le deuil d'avoir une réponse tout de suite. Puisqu'il m'a certifié que le 21 juin, donc elle vit dans la confiance, cette personne. Et elle fait confiance, donc la personne sent qu'elle est rassurée et on avance. C'est ça qui va normalement permettre, c'est que l'autre aussi, elle accepte, elle abandonne. Bonsoir. Alors, Bonsoir. En fait, ma question n'est pas très éloignée. Voilà, très éloignée de cette question, c'est que, bon, là j'ai plein de questions déjà. Une, ça suffira. Là. Voilà, j'ai plein de questions, mais je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas partir sur la base des 3 ans et se dire que si jamais... Sur la passion, oui, sur la base des 3 ans de la passion amoureuse. Oui. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Et se dire que, voilà, qu'après les 3 ans, si jamais il y a vraiment toujours ce choc amoureux entre eux, voilà, c'est voilà, ça. Ouais, c'est ouais. que quelque part, ça... Oui, je pense que ça c'est bien. Je pense que, vous voyez, autant de trop longues fiançailles peut pourrir la relation, autant des fiançailles trop courtes. Voilà. Donc je pense qu'en effet, quand des personnes se rencontrent, elles se connaissent, pendant 1 an et demi, 2 ans, on ne se pose pas trop de questions, et puis à un moment, on va engager quelque chose, et puis on arrivera au mariage avec cette période d'à peu près 3 ans, 4 ans. Ouais. Les gens sont pressés parfois, surtout qu'il y a cette histoire de relations sexuelles, j'en ai pas parlé, un peu exprès, parce qu'on en parle beaucoup, pas trop, mais parce que c'est important. Si vous avez compris, je pense que ce qui va faire aussi que j'ai pas le nez sur la vitre, que je peux prendre du recul sur l'autre, c'est que je suis pas complètement addict de cette personne. Et la relation charnelle, et en particulier la relation sexuelle, elle rend hyper dépendant de l'autre. Et on ne sait plus très bien pourquoi on aime cette personne. Si c'est pour le plaisir intense qu'elle me procure, ou si c'est pour elle. Déjà le choc amoureux aveugle un peu, vous voyez. Mais alors, la relation charnelle, c'est un lien puissant quand même. Donc plus on le retarde, mieux c'est, parce que plus aussi on peut avoir une relation vis-à-vis. Moi, j'ai beaucoup de fiancés qui ont eu des relations charnelles et qui à un moment disent, bon, allez, stop. Et là, il y a une liberté qui naît entre eux,
un recul sur l'autre, et ils peuvent beaucoup plus facilement se parler. De toute façon, c'est ce qu'ils vont se vivre dans le mariage. Moi, quand je prépare au mariage, je dis, mais attendez, des relations sexuelles, on n'en a pas tous les jours. Ah, mais bah non, ils se marrent. Je dis que vous avez peur d'abstinence, vous avez peur de chasteté. Bah oui. Mais je dis, donc vous pouvez un peu les étendre. Ah oui, c'est vrai, on va réfléchir. Une question encore, un témoignage. N'hésitez Je peux poser ma deuxième question? Oui. Ah non, mais il y en avait une. Elle était... Ah, c'était une seule en deux, c'était comme deux lignes qui se rencontrent. D'accord. Bah, écoutez, allez-y. Et du coup, à partir de 3 ans, si on remarque que cette personne a la soi-disant Oui. vertu en tant que telle, comme si la personne a ce truc de fidélité, là, le truc de Oui, cette culture de la fidélité, la oui. culture de la fidélité, Ah, oui. et que quelque part, ça nous rassure, mais le fait qu'on ne puisse pas avoir de discussion Ah oui. intellectuelle avec cette personne. Si on ne peut pas partager avec elle. Oui. Voilà. Mm. Est-ce que du coup, après les 3 ans, En fait, ça, c'est je sais pas, je peux pas vous dire ça, moi. Je peux pas vous dire. Je pense quand même que c'est un peu triste de ne pas pouvoir partager avec l'autre. Cela dit, chez beaucoup de garçons, il y a une difficulté à communiquer, pas quand même. Hein. Et ils ont un peu de mal à raconter leur journée, par exemple. Et les filles, elles hallucinent. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, comme d'habitude. Non, mais raconte. Oui, mais il s'est rien passé. Oui, mais je m'en fous, raconte. Alors, c'est quand même assez souvent, ça. Donc, si ça, vous n'êtes pas capable de le porter, bah, vous n'allez pas beaucoup vous marier. Et oui. Et là, si on ne veut pas être seul, il faut aussi un peu tolérer hein, les défauts de l'autre sexe. On a le temps d'une dernière question, si vous voulez bien. Oui, monsieur, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Et vivre avec la personne avant de Se marier. fiancer, Ouais. sans forcément avoir de... Ah bah si tu y arrives, c'est bien. Alors, j'ai connu un couple comme ça. Lui j'ai connu un couple, en effet, ils ont vécu ensemble parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Elle était tombée très malade et donc elle a été virée de son boulot. Ils n'avaient pas de fric. Et ils ont été obligés de vivre dans le même appartement, sinon elle était à la rue. Et ils sont restés chastes tout le temps. Bah, ils étaient déjà mariés. Enfin, dans leur cœur, c'était déjà fait. Quoi. Donc, oui, c'est... Les ambiances ne sont pas les mêmes hein, dans le palais des sports. La question de cela, si tu veux, c'est que moi, le seul divorce que j'ai eu, ce sont des concubins qui étaient ensemble depuis 7 ans. Et ils se sont mariés pour relancer leur histoire d'amour. Mais je l'ai su qu'après, moi. Et elle ne voulait pas d'enfant de lui, en fait. Mais elle ne l'a jamais dit. Et en fait, pourquoi elle s'est mariée? Parce qu'en fait, elle pensait que si elle partait, elle ne retrouverait personne, elle serait seule. Et pourquoi elle s'est mise avec? Elle s'est mise avec parce que de toute façon, il y avait la possibilité, comme ils ne se mariaient pas, que un jour ou l'autre, elle pouvait partir. Donc tu as beaucoup de gens qui vivent le concubinage parce qu'il y a une porte de sortie possible. Le problème, c'est que si tu mets la personne, en effet, dans cette situation-là, en effet, ça ne l'angoisse pas, c'est désangoissant, donc elle peut rester avec toi, mais tu ne sais pas si elle ne va pas te péter dans les mains à un moment ou à un autre. Parce que si elle n'est pas capable aujourd'hui de s'engager avec toi, qu'est-ce qui te dit que dans 7 ans, elle sera capable? Et elle, c'est ce qui s'est passé au moment du mariage, elle a pété un boulon. C'est le problème du concubinage. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Mais c'est quand même souvent que des gens qui sont concubins et qui finissent par se marier divorcent dans les 2 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'effet inverse avec des gens qui n'ont jamais vécu ensemble, qui se marient, qui vivent ensemble et au final, on fait 24 Eh ben, j'en connais pas beaucoup.
Mais je veux pas, moi, je prêche pas là-dessus parce que je pense que c'est prêcher sur les conséquences et c'est un peu débile. C'est une question de cohérence interne en fait pour moi. Si tu veux. C'est une question de cohérence interne. C'est-à-dire que si on vit ensemble, c'est qu'on s'engage. Si on s'engage, c'est qu'on a réfléchi. Moi, souvent, les gens qui vivent ensemble, je dis, mais à partir de quand vous avez vécu ensemble ? À partir de mai ou je sais pas quoi. Et c'était quoi la raison ? Le fric, souvent. Le fric, et puis il fallait qu'on soit ensemble, c'est plus pratique. C'était pratique. C'est moche, mais c'est pratique. C'est pratique. Parce qu'on avait marre de se rencontrer, toujours chez l'un, chez l'autre, c'était pénible, etc. On avait marre. Bon. Et c'est après qu'ils se préparent au mariage en disant, alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va rester ensemble toute notre vie ? Ben, ça aurait été plus intéressant qu'ils le fassent dès maintenant, au moment où ils décident de vivre ensemble. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est qu'il y a un refus de vivre sérieusement tout de suite. Un peu. Il y a quelque chose, je trouve, d'immature dans cette génération qui n'arrive pas à prendre, qui ne veut pas se prendre sa vie au sérieux. Et qui dit, quand j'aurai 32 ans, je serai sérieux. Mais moi, maintenant, j'en ai 23, donc je suis un gamin et je me comporte comme un gamin. J'exagère, hein, mais quand même, il y a un peu de ça. Mais c'est ce que je dis, un vieux, c'est un jeune qui est devenu vieux. Et je me dis, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui va faire qu'à 32 ans, tu vas devenir tout d'un coup un type responsable ? J'arrête. Je voudrais non pas rajouter, mais remercier le Père Paul-Marie et en disant la chose suivante que je retiendrai de cette rencontre, c'est que vous avez remarqué, nous avons ri et puis nous avons aussi entendu des choses dures, rudes et parfois même très douloureuses. Ne pensez pas que nous rions, et vous non plus, et nous non plus, nous ne rions pas des choses dures, et nous rions bien évidemment des choses légères et des caricatures dans lesquelles parfois nous pouvons entrer justement dans la relation amoureuse. Et je retiendrai cette phrase surtout que le frère nous a dite, c'est, je ne sais pas si tu l'as interprété comme ça, mais vous n'êtes pas en sucre. Ça veut dire que même si on montre toutes ces vulnérabilités, il y a au fond de vous une puissance d'amour, une force de liberté, de volonté, justement, qui vous permettent d'avancer. Vous n'êtes pas des foutus en sursis. Hein. Parfois, quand on veut préparer quelqu'un au mariage ou au sacerdoce, on dit, voilà, tu sais, ça va mal se passer, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, hein, ayez confiance en vous, mais pour que cette confiance puisse grandir, ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas vivre. Se laisser vivre, ça me semble pas être le bon moyen. Il faut accepter de vivre vraiment. Et qu'est-ce que j'appelle, ça peut être une phrase complètement gratuite et un peu idiote, ce que j'appelle vivre vraiment, c'est avoir le sens des responsabilités, de la vertu et aussi, par l'amitié, accepter de vivre dans la vérité. Je me rends compte, je ne veux pas trop, faire durer le plaisir, mais que beaucoup de garçons et de filles sont d'autant plus solides dans leur préparation au mariage qu'ils ont eu des amitiés solides auparavant, y compris des amitiés spirituelles. Voilà, des amis avec lesquels on prie, avec lesquels on ne fait pas semblant, avec lesquels on a des projets chrétiens. Et alors, dans cette force d'une chrétienne ou d'un chrétien, va naître une relation d'amour beaucoup plus intime. Et j'inclus dans ces amitiés aussi, bien évidemment, la relation que l'on peut avoir avec un confesseur, un père spirituel, quelqu'un qui nous accompagne et avec lequel on peut, à certains moments importants de notre vie, vraiment essayer d'être en vérité.